Welfare state, État-providence, État social, toutes ces formules sont-elles destinées à rejoindre le rang des archaïsmes qui suscitent tantôt la moquerie, tantôt la nostalgie? Sont-elles frappées de misère, comme on peut le lire dans la leçon inaugurale au Collège de France de notre invité, Alain Supiot, à l'heure certes de l'an 2 du quinquennat Hollande, mais aussi à celle de la mondialisation, du marché omnipotent avec un grand M, et alors que nous sommes en plein en 5 de la crise économique européenne, les noces de l'État et de la justice sociale auxquelles la France s'est attachée sont-elles sur le point de se rompre? L'actualité s'est concentrée ces derniers temps sur des histoires de mariage, certes, mais peut-être est-il temps désormais de prendre conscience du divorce qui gronde. C'est ce que nous ferons ce matin avec vous. Alain Supiot, bonjour. Bonjour. Spécialiste du droit social, directeur de l'Institut des études de Nantes et donc détenteur au Collège de France de la chaire intitulée État social et mondialisation, analyse juridique des solidarités. Et votre leçon inaugurale, celle que vous avez donnée au Collège de France à l'automne dernier, est publié tout fraîchement depuis hier chez Fayard et s'intitule donc « Grandeur et misère de l'État social ». S'il fallait ne choisir qu'un seul des termes aujourd'hui pour définir quel est notre État social, vous prenez grandeur ou misère, Alain Supiot? Je garderai misère parce que jamais la question sociale n'a été autant d'actualité. Ce que nous voyons, nous, comme un monument en péril ou à abattre est vu comme une espérance dans de larges parties du monde. Si vous allez en Inde, si vous allez en Chine, si vous regardez un peu derrière la pellicule sociétale ce qui se passe dans le monde arabe, ce que vous trouvez, c'est les questions d'injustice sociale. Donc ces questions sont au centre. C'est peut-être pour ça qu'on en parle si peu. Et dans un mois, en France, il y aura la fameuse conférence sociale. Mais tout de même, est-ce qu'on peut, ça va vous sembler évidemment trop caricatural par rapport à votre science et au temps que vous pouvez prendre pour vos cours du Collège de France, mais est-ce qu'on peut quand même essayer de définir et de rappeler au fond ce que vous faites, quelle est l'histoire de cette question de l'État social? Quelle réalité il y a derrière la formule de l'État social? Parce qu'après tout, beaucoup d'États mettent social, on va dire, dans la définition, et voir, Frédéric Bettezo parlait de grandeur de la France, voir justement dans la grandeur de ce que serait leur État, elle est souvent rattachée à la question du social. Pour le faire court, en Allemagne, l'Allemagne se dit un État fédéral démocratique et social. Au Brésil et en Algérie également. En Algérie, l'État est fondé sur des principes d'organisation démocratique et de justice sociale. Vous le disiez, en Inde également et partout ailleurs. Alors, est-ce que l'État social, ça recoupe la même définition partout? Et est-ce que cela vient... Et de quelle histoire cela vient, Alain Supiot? Alors, ça ne raconte pas la même histoire partout. Les histoires sont diverses, mais ça traite partout d'un même problème, qui est que le développement de la modernité technique et économique va de pair avec la dislocation de toutes les formes traditionnelles de solidarité et avec une mise en question d'une position de l'État qui était donnée comme allant de soi, comme un pouvoir hétéronome allant de soi, et qui a commencé à être mis en question à partir du 19e siècle. Et donc l'État a dû retrouver une nouvelle légitimité, faire face à cette dislocation des solidarités qui précipitaient des masses humaines entières dans des conditions qui finissaient par atteindre les ressources physiques de la nation. Ce sont les officiers d'état-major au 19e qui se sont inquiétés de l'état de morbidité de la population. Et donc il y a eu un peu partout, l'État social, ça correspond à ce changement de position où l'État ne se présente plus comme une puissance qui domine les citoyens, mais comme leur serviteur. Il se met à leurs pieds, d'où l'invention de la notion de service public, qui est en particulier l'apport français le plus caractéristique à cette construction. Alors, cela dit, sur la base de ce problème commun, ça prend à chaque fois des formes différentes. Donc l'idée qu'il pourrait y avoir une formule exportable, généralisable, qu'elle soit la formule allemande, que ce soit le welfare, que ce soit le système français, ça c'est certainement une impasse. Chaque société doit trouver elle-même les ressorts de la recomposition de ces systèmes de solidarité. C'est pourquoi, dans l'intitulé de la chaire que vous mentionniez tout à l'heure, toute réflexion sur l'État social ne doit pas prendre l'État social comme un cadre de pensée, mais réinterroger cette notion au travers d'une analyse des différentes formes de la solidarité. Mais comment fait-on cette analyse-là à l'heure européenne, justement, aujourd'hui, où on voit bien qu'il y a des comparaisons constamment, notamment à cause de la crise, où on compare les mérites d'un État par rapport à un autre? Vous voyez bien ce que je veux dire, la question allemande, où l'on dit, regardez, comme l'État allemand, et notamment avec ses questions sociales, réussit mieux
mieux que nous, qui avons aussi au cœur de nos préoccupations, a priori, des questions sociales, et que en même temps, on voit bien comment on essaierait, au fond, de calquer, par exemple, le nouveau modèle économique, et notamment sur la question de l'emploi, avec cette fameuse flexi-sécurité, dont certains disent qu'il faut s'en inspirer, et que ce serait vers cela que le gouvernement irait avec la prochaine conférence sociale dans un mois, voilà, en comparaison avec l'Allemagne. Alors, qu'est-ce qui ferait que nous, par exemple, notre État social, nous en serions jaloux au point de ne pas vouloir forcément de l'État social allemand? Ou en quoi l'État social allemand serait-il utile pour notre forme d'État social à nous? Alors, on entend beaucoup, effectivement, faire ce qu'on pourrait dire une pratique un peu sauvage, un peu barbare du droit comparé, dont j'observe qu'elle varie au fil des ans, puisque jusqu'en 2008, ce qui était célébré, c'était l'Irlande, c'était l'Espagne, c'était les États-Unis. Il y avait même le projet d'introduire le crédit hypothécaire en France. Et ce qui me frappe, voyez-vous, c'est qu'il y avait jadis en droit maritime une règle selon laquelle, en cas de naufrage, les capitaines passaient en jugement. On ne disait pas forcément qu'ils étaient coupables, mais ils devaient rendre compte. Ou pour le dire dans le terme moderne, on faisait un débriefing. Ce qui est tout à fait frappant, c'est de voir que ça n'est plus le cas. Quand on parle de la crise de quoi? Bon. Alors, il y a eu 2008. 2008, c'est l'implosion non seulement d'un marché financier, mais d'une manière de penser. C'est-à-dire, il y a eu une manière de concevoir de progrès, un nouvel ordre du monde international, du commerce, et ça arrive à l'échec. Et on pouvait s'attendre à ce que de ces crises sorte une nouvelle interrogation sur les besoins de réglementer des marchés financiers qu'on avait déréglementés. Au lieu de ça, sort du chapeau autre chose, la crise de la dette publique. Bien. Si vous prenez le cas européen, c'est la même chose. Enthousiasme au début des années 2000, création d'une monnaie unique, ça va être un pas supplémentaire et de géant dans la construction européenne. Aujourd'hui, personne ne peut dire que cette monnaie a été bien conçue. Et on entend cependant tous les jours, sur vos ondes et ailleurs, ceux qui ont été les artisans de cette construction venir continuer à donner des leçons, à prédire le futur. Vous pensez à Jacques Delors, avec qui vous préfacez le livre de Bruno Trentin, sans à aucun moment faire retour sur les vices de construction. Alors, quand vous avez une maison dont les fondations se révèlent aussi solides, aussi peu solides, il faut les revisiter avant de penser à construire des étages supplémentaires. Je ne désigne absolument personne, mais je suis très frappé par cette amnésie et cette difficulté, parce que nous avons tous, à un moment donné, nous nous engageons, nous prenons des positions que nous croyons justes, il n'y a rien de mal, et ça serait à se dire, eh bien, peut-être nous sommes-nous trompés, peut-être pouvons-nous revenir là-dessus. Je pourrais dire la même chose sur la LOLF en France, qui a été portée par M. Migaud. La Cour des comptes nous donne des leçons tous les jours. Quel bilan peut-on faire de la LOLF? Quel bilan social peut-on faire? La LOLF, il faut en refaire l'acronyme. Oui, la LOLF, c'est la nouvelle... C'est le nouveau... La loi d'organisation des lois de finances, voilà, qui a été votée à l'unanimité, qui a complètement transformé la manière de gouverner dans ce pays. Eh bien, on n'en fait pas le bilan, et qui serait pourtant bienvenu, parce que c'était la transposition dans la gestion de l'État de techniques de gestion venues de l'entreprise privée, et on peut douter que ce soit efficace. Est-ce que si on n'en fait pas le bilan, je vois qu'Agnès réagit à vos propos, mais une question tout de même avant, est-ce que si on n'en fait pas le bilan, est-ce que vous pensez que c'est une manière, au fond, par délégation, de ne pas vouloir reconnaître que du coup, il nous faut justement... rogner, brader sur cette question de droits sociaux, comme il semble qu'au fond, on le dise de plus en plus. Que non, je pense pas, et je vois pas... L'État, ça coûte trop cher. A priori, je pense qu'il faut vraiment prêter aux gens qui sont de bonne foi. Nous sommes de bonne foi dans l'ensemble. Enfin, il y a quelques escrocs, ça c'est pas douteux. Mais dans l'ensemble, les gens essaient de... Seulement, nous avons une certaine représentation du monde, ce qui est plutôt de l'ordre de la croyance que de la démonstration scientifique. Nous y sommes attachés. C'est très difficile de s'en défaire à un moment donné. Or, actuellement, nous sommes dans une situation où ce qu'on réentend tous les jours, ce sont les recettes qui étaient préconisées par Reagan, par exemple, vis-à-vis de la dette publique. Bon, parce que il n'y a pas un autre système cohérent qui pourrait supplanter celui-ci. Donc, moi, je vis la période actuelle un peu comme, je pense, ça a été la fin des années Brejnev. Vous êtes trop jeune pour vous souvenir de ça, mais il y avait toute une structure idéologique dont tout le monde sentait bien que ça ne tenait plus.
Mais on n'avait pas d'autre système à mettre. Alors, il y a encore quelques illuminés qui y croyaient et d'autres qui répétaient, avec un psittacisme enthousiaste, les vieilles recettes du passé. Le problème, c'est de reprendre les questions à la racine. Que voulez-vous dire quand vous écrivez qu'aujourd'hui, les droits sociaux ne sont plus que des dérogations, des exceptions aux droits de la concurrence qui règnent sans partage ? Eh bien, le grand mot, j'allais dire le gros mot qui est employé en matière sociale maintenant, c'est responsabilité sociale des entreprises et environnementale. Dans le vocabulaire de l'Europe, c'est RSE, c'est-à-dire du droit mou. Du droit mou. C'est ce qu'on appelle du droit mou, soft law, ou du droit doux, si vous voulez. Alors que tout ce qui est de l'ordre des règles du commerce, c'est du droit dur. Donc nous avons au plan juridique un ordre juridique international qui est un peu schizophrène. Nous sommes encore les héritiers des grandes déclarations des droits économiques et sociaux de l'après-guerre mondiale, et nous avons tout un système qui est entièrement antinomique, dans ce qui se révèle antinomique, en matière de libéralisation du commerce. Et je le répète, ça c'est une question qui serait intéressante à poser, mais je pense que par exemple lors du dernier G20, ça n'a même pas franchi les portes de Bercy. Est-ce qu'on peut avoir une étude sérieuse sur les effets sociaux de la libéralisation du commerce à l'échelle mondiale? Est-ce qu'on pourrait avoir un... Il y en a quelques-unes quand même. Il n'y en a pas. Mais bien sûr que si, il y en a énormément. Agnès Benalla-Sickéry qui explose. Là, je suis très étonnée. Je voudrais quand même pas que les auditeurs pensent que la crise financière mondiale est due à la libéralisation du commerce. La finance et le commerce, c'est deux choses totalement différentes. Et il y a eu effectivement des excès de la finance. On peut penser que les efforts de re-réglementation qui sont réels, il y a eu un bilan, il y a eu BAL 3, il y a des réformes de la surveillance des banques, de la re-réglementation bancaire, y compris en Angleterre, qui est quand même un pays dévoyé. Et on peut penser que ça va pas assez loin, mais c'est pas vrai qu'il n'y en a pas eu. Sur l'Europe, c'est pareil. Et Jacques Delors avait précisément pointé les défauts de construction de l'Europe, avait proposé autre chose. Et donc, c'est plutôt les politiques qui n'ont pas suivi ce qu'il avait proposé. Alain Supiot. Vous avez dit, vous ne voudriez pas que les auditeurs pensent. Moi, je souhaiterais que les auditeurs pensent, justement. C'est ce que j'essaie de faire au collège. C'est la responsabilité de l'institution à laquelle j'appartiens que les gens aient les moyens de penser par eux-mêmes. Si vous dites que les règles de BAL 3 est une réponse à la mesure de ce qu'a révélé 2008, je vous en laisse la responsabilité. Il me semble que ce que révélait la crise financière, c'est que le périmètre de l'assurance était sorti de toute limite. C'est quelque chose qu'on a connu à l'époque de la crise de Loth, où on savait que l'assurance pouvait avoir affaire avec le jeu et la spéculation. Et les lois anglaises, dès le XVIIIe siècle, ont essayé de définir le périmètre légitime de l'assuranciabilité des risques. Ce qui s'est passé dans la crise financière, c'est qu'on a eu un développement non contrôlé de l'assurance. Les CDS, c'est ça. C'est un point sur lequel on n'est absolument pas revenu. On n'est pas non plus revenu sur les techniques de titrisation. On n'est pas revenu sur le trading haute fréquence actuellement. Donc, vous pouvez dire que ça y est, on a fait tout ce qui était nécessaire jusqu'à la prochaine crise. Mais je prends une autre question sur la question européenne qui me paraît aussi ce type de question qui est mise sous la table, même dans les dernières déclarations du président de la République, et qui a été posée... L'Europe au cœur de sa dernière conférence de presse. Voilà, et qui a été posée non pas par des universitaires, mais par la Cour constitutionnelle allemande, qui, dans une décision en 2009, me semble, a marqué vraiment un tournant dans l'histoire institutionnelle de l'Europe. Les Allemands avaient demandé à deux reprises, à la fin des années 90, par une initiative Lammers, puis Fischer, en disant « Avant l'élargissement, nous devons penser à la dimension politique de la construction européenne ». Les Français n'ont jamais répondu sérieusement à cette demande. Et ce que dit la Cour constitutionnelle en Allemagne, et l'Allemagne étant l'héritière de son histoire tragique, a un attachement au droit et à la démocratie extrêmement puissant, elle dit on ne peut pas continuer dans un système où la plupart des décisions sont prises par des gens qui sont hors de portée électorale. C'est ça que dit, et c'est pas du tout un plaidoyer nationaliste pro-allemand, comme on le présente souvent de façon caricaturale, qu'il y a dans cette décision de la Cour de Karlsruhe.
On rejoint là notamment les grandes préoccupations, notamment de Bruno Trentin, qui appelait toujours au fond à renouveler l'exercice de la démocratie, que Bruno Trentin, dont vous préfacez La Cité du Travail, le Fordisme et la gauche, publié chez Fayard à l'automne dernier. 8h10, Alain Supiot, je vous présente Brice Couturier. C'est l'heure de votre chronique, cher Brice. Bonjour à vous. Bonjour Marc. Permettez, monsieur le professeur au Collège de France, à un très modeste éditorialiste qui avait cependant relevé dans la presse l'importance d'un certain rapport Supiot sur le travail et l'emploi il y a 15 ans, de vous faire part de certaines de ses perplexités. Perplexité à la lecture simultanée de vos 2 plus récentes parutions, perplexité aussi face à une mise en accusation de l'intégration européenne dans le domaine du droit social en particulier, qui m'a paru quelque peu injuste. Mais peut-être est-ce simplement parce que je suis loin d'avoir l'expérience qui est la vôtre. Fayard publie donc votre leçon inaugurale au Collège de France et les éditions du Seuil ont publié il y a 3 ans votre essai « L'esprit de Philadelphie ». Je sais bien qu'enseigner au Collège de France ne comporte pas les mêmes exigences que de ton qu'un essai d'intervention, mais je ne peux m'empêcher de relever de sérieuses différences d'appréciation entre ces 2 ouvrages. Dans Grandeur et misère de l'État social, vous semblez avoir pris acte d'un certain nombre de phénomènes que vous dénonciez avec beaucoup de pugnacité dans l'ouvrage précédent. Vous y dénonciez en effet le démantèlement de l'État-nation, le grignotage de sa souveraineté par le haut, l'intégration européenne et ses multiples agences, le FMI, et par le bas, l'extension de la sphère du marché et la généralisation du contrat. Vous accusiez la Cour de justice des communautés européennes d'avoir sacrifié les droits sociaux nationaux à la cause de la libéralisation des échanges. Vous analysiez ce processus comme un recul dramatique du gouvernement par les lois et son remplacement par un gouvernement par les hommes, correspondant à une véritable régression vers la féodalité, rien moins. Vous doutiez même de la possibilité des individus à pouvoir continuer à assumer leur autonomie dans un tel environnement et pestiez contre une gauche sociétale qui prône le libre choix de l'identité sexuelle, qui entend, je vous cite, abolir la différence des sexes et des générations, rien moins, concourant d'un même mouvement au démantèlement des services publics et des statuts professionnels. Enfin, vous placiez le coup d'envoi de la course au moins-disant social en Union européenne à la date de l'élargissement aux anciennes démocraties populaires d'Europe centrale. Associant en permanence libéralisme et communisme dans une même réprobation, vous cherchiez à établir entre ces 2 erreurs une équivalence dans l'inspiration, une parenté dans l'aveuglement, un même mépris des règles de la démocratie qui, je l'avoue, me laisse sceptique. Je ne suis pas sûr, personnellement, que la dictature des marchés puisse se comparer à la dictature du prolétariat, comme vous le faites, et surtout je suis en désaccord absolu avec la thèse qui est la vôtre, selon laquelle le marché total, comme vous dites, aurait été imposé de force au peuple d'Europe centrale par des bureaucraties communistes hâtivement reconverties en parangons de libéralisme. Ayant vécu sur place en Pologne l'époque de la thérapie de choc, ce Big Bang de libéralisation impulsé par l'échec Balcerowicz, je me souviens que nombre de dirigeants de ces pays à cette époque avaient passé plus de temps en prison que dans les nomenclatura communistes. Le Premier ministre Mazowiecki, les présidents Václav Havel et Wałęsa n'étaient nullement d'anciens apparatchiks, mais des dissidents inspirés par les droits de l'homme et le libéralisme. Dans votre leçon inaugurale, vous semblez avoir fait votre deuil, comme on dit, de l'état social idéal, c'est-à-dire à la française. Loin de nourrir une quelconque nostalgie de l'état protecteur et souverain, vous rappelez le rôle déterminant de la solidarité, notamment mutualiste, dans le développement de notre système de protection sociale. Et votre cours inaugural ne comporte aucune attaque contre l'intégration européenne, ce qui me soulage. Car enfin, qui peut nier le rôle positif de la Cour de justice des communautés dans le domaine comme l'égalité de traitement entre hommes et femmes, la lutte contre les discriminations, la libre circulation ? Vous critiquiez la pratique du benchmarking, y voyant le moyen d'une mise en concurrence des systèmes sociaux au bénéfice des pires. Mais ces comparaisons ne nous permettent-elles pas de comparer ce qui marche mal chez nous
et mieux chez les autres, afin de nous inspirer des bonnes pratiques. La France vient par exemple d'instaurer enfin, par l'accord sur l'emploi, un système qui se rapproche de la flexisécurité à la danoise. Et la Cour des comptes de démontrer que notre système éducatif est, à coût égal, moins performant que celui de nos voisins d'Europe. Cela ne pousse-t-il pas à réformer pour améliorer et non à liquider, comme on l'a trop souvent répété sans preuve? La chronique de Brice Couturier à réécouter, téléchargée sur le site franceculture.fr. La parole est à vous, monsieur le professeur au Collège de France. Alain Supiot. Eh bien, monsieur le producteur à France Culture, j'entends dans ce que vient de dire monsieur Couturier, d'abord, en tant que juriste, on essaie de saisir des structures, et dans les effets de structure, il y a des invariants. Et dans tout système normatif, il y a une norme fondamentale qui fait foi, à partir de laquelle se construit un ensemble de discours, qui jadis étaient portés par des prédicateurs. Il y en avait des très grands, comme Bossuet, dont il faut relire lorsqu'il dit, par exemple, que se désoler des effets de ce dont on approuve les causes n'est pas une attitude raisonnable et qu'on doit s'attendre à des déconvenus. Il y en avait de moins bons. Il n'y a pas de raison. Aujourd'hui, la prédication continue d'exister. Et je suis dans un des lieux où elle s'exerce, c'est-à-dire si l'Église avait pu disposer de radios qu'on entend dans les salles de bain, elle aurait eu un pouvoir beaucoup plus grand qu'a été le sien du haut de ses chairs. Je vous rassure, la messe est diffusée tous les dimanches sur France Culture entre 10h et 11h. Absolument. Je pense même que c'est Hegel, c'est une citation que je fais sous toute réserve, qui disait que la lecture du journal avait remplacé la prière du matin. Donc nous sommes dans des échanges d'opinions. Un des problèmes qui se pose avec ce que je persiste à appeler le marché total, c'est-à-dire l'idée que ce qui devrait être la norme fondamentale d'organisation des rapports entre les nations et les individus, c'est une norme de type contractuel, marchande. L'un des problèmes, c'est, me semble-t-il, une remise en cause de quelque chose qui était apparu avec les Lumières, qui était l'idée d'espace public qui a été développée par Habermas. C'est-à-dire, il y a des choses qui relèvent du débat scientifique, et là, on peut s'en remettre à des preuves scientifiques. Il y a des choses qui relèvent du goût et des couleurs, et puis il y a d'autres questions qui se posent à la cité, qui n'appellent pas une réponse scientifique, mais qui peuvent appeler un débat rationnel. Or, justement, ceci est mis en cause par un aspect de quelque chose qui vient de la théorie économique, d'un grand économiste, d'ailleurs, Ronald Coase, qui a développé l'idée de marché des idées, qui a donné aussi marché des religions. Donc, sur ce marché des idées, tout se vaut. On peut tout dire et son contraire, et on peut dire aussi n'importe quoi. Alors, du point de vue de l'État social et de l'Europe, si toute critique adressée à la Cour de justice de l'Union européenne est interprétée comme un discours anti-européen, c'est avouer du même pas que l'Europe n'est pas un espace démocratique. Parce qu'un lieu où on ne peut pas discuter une source du droit sans être accusé de remettre en question cette institution, n'est pas un lieu démocratique. Et alors ça, c'est pas moi qui le dis, je le disais à la fin de la première session de notre discussion. Il faut lire cette décision de la Cour de justice constitutionnelle allemande qui fait ce constat. Il y a une description, d'ailleurs une expression très forte. Ils disent que la démocratie est un régime où les dirigeants doivent vivre dans la peur de la sanction électorale. Et, poursuit le juge allemand, il n'y a rien de tel. Est-ce que M. Barroso a été réélu ? On n'en sait rien. Mais en tout cas, il est tort de porter des électeurs. Donc, de ce point de vue, je ne pense pas, d'un texte à l'autre, pour reprendre ce qu'a dit M. Couturier, avoir profondément changé d'opinion. Sur un autre point qui est extrêmement important, ce passage d'un gouvernement par les lois. Le gouvernement par les lois, c'est-à-dire qu'il y a une loi abstraite, c'est ça qui nous régit, ce ne sont pas les hommes. Bon. C'est une invention grecque, enfin c'est une très longue histoire que je ne vais pas vous infliger ici. Ce qui a commencé ce qui a commencé à saisir l'Occident, et à mon avis, sa première tentative, ça a été la planification soviétique, c'est l'idée que la loi n'est qu'un instrument au service du pouvoir, et que le mode rationnel de gestion de l'humain, c'est le calcul, la quantification. Et la planification soviétique a eu pour objet d'avoir une gestion rationnelle, scientifique, de la société via la quantification économique. À l'époque, on le faisait sous forme d'une quantification centralisée par cet instrument qui était le Gosplan, qui faisait partie des instruments scientifiques. Ça a échoué. Et puis on a vu, il faudra m'expliquer comment vous analysez le cas chinois, par exemple.
dans la Constitution de la Chine des expressions très intéressantes. D'abord, article 1, nous sommes une dictature démocratique. Ça apparaît comme un oxymore. C'est un oxymore, oui. Qu'est-ce que l'Europe ? Je pense qu'en Europe, il y a eu 6 ou 7 référendums perdus qui sont passés par pertes et profits. C'est-à-dire, on fait voter, vous votez ce que vous voulez, et puis on continue comme si de rien n'était. Et quand il a été question de référendum entre 2005. Et à la fin, on dit c'est même plus la peine de faire voter. Quand M. Papandréou a dit quand même je voudrais consulter les Grecs, on a dit écoutez ne faites plus. Bon. Je pense qu'il est légitime de faire des rapprochements entre ces expériences. De même qu'il faudrait nous expliquer quelle est la nature exacte du régime chinois. C'est quand même très important comme question. Est-ce que c'est du communisme ? Est-ce que c'est de l'économie de marché ? Bon, alors ils ont une expression, ils disent nous sommes économie communiste de marché. Voilà. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire effectivement que les questions de répartition du travail et de la richesse ne doivent plus relever de la sphère démocratique. Ça n'est plus un sujet qui est soumis au Parlement. Et ça a été un des objets délibérés, choisis, théorisés. Relisez Hayek, il le dit le plus clairement possible. Il dit le problème, c'est que l'économie de marché, ça relève de règles qui ne doivent pas être détraquées par l'intervention du politique. Donc nous avons besoin d'institutions qui limitent la démocratie, qui mettent hors du débat démocratique ces sujets-là. Et ce que j'ai dit, c'est que les institutions européennes ont réussi cela. Seulement, le problème, c'est que ça ne marche pas. Parce que l'appel à la justice sociale n'est pas une question de morale, et c'est ce qui a été dit dès la fin de la guerre, c'est l'expérience. Vous avez cette formule qui a été reprise en 1919, puis en 1945, il n'y a pas de paix durable sans justice sociale. Ce n'est pas un chant, un cœur d'ange qui dit ça. On le constate aujourd'hui au Caire. Le problème, c'est que l'injustice ne s'exprime en général pas dans des voies civilisées. C'est ça. Donc c'est pour ça que je tiens au débat rationnel, autant que possible. Eh ben, poursuivons-le avec plaisir. Vous dites avec juste raison que dans les démocraties populaires, on s'asseyait sur le droit. Pourquoi ? Parce qu'effectivement, les marxistes n'ont jamais caché, Marx lui-même, qu'à leurs yeux, le droit ne fait qu'enregistrer un rapport de force provisoire entre des forces sociales qui s'affrontent. Prolétariat et bourgeoisie, et selon on fixe le curseur légal à l'endroit où effectivement le conflit est abouti provisoirement à un certain... Parlons aussi du nazisme. À partir des théories de Carl Schmitt, il est évident que le droit, on s'assied dessus chez les nazis. Le droit, c'est la volonté du Führer. Vous le rappeliez d'ailleurs dans l'esprit de Philadelphie. Et si on prend les théories de Carl Schmitt, l'état d'exception et l'état de règle. Mais le libéralisme n'est pas du tout sur cette ligne-là. Le libéralisme ne considère nullement la loi comme quelque chose qui serait le fait d'un rapport de force ou qui serait sur lequel on pourrait s'asseoir dessus. Au contraire, tous les classiques du libéralisme mettent en avant, comme vous le faites vous-même, le fait que le droit est quelque chose qui doit être préservé, qui doit être maintenu à l'extérieur du débat public, comme par exemple la Constitution. N'oublions pas que le contrôle de constitutionnalité par le Conseil constitutionnel, c'est en droite ligne la ligne de Benjamin Constant. C'est-à-dire qu'il faut soustraire les lois fondamentales au débat, à la violence des débats de l'heure. Alain Supiot. Oui, non, mais je suis entièrement d'accord avec vous. Ça, c'était le libéralisme, mais c'est fini, ce libéralisme-là. Nous sommes dans ce qu'on peut appeler ultra, néo, ou ce qu'on peut lire. J'ai même lu ça dans des écrits du barreau de Paris. Nous sommes dans une société régie par l'économie. Bon, donc on ne dit plus, on est dans une société régie par le droit. Et ce que vous dites très justement de ce qu'étaient les conditions, c'est-à-dire c'était lié aussi les Lumières, il y a un impératif catégorique, il y a une verticalité, une hétéronomie. À partir du moment où vous dites, vous voyez la société comme l'ordre réticulaire, sans verticalité, sans frontières définies, où chacun doit travailler seulement à sa propre extension, avec comme seul lien de droit le contrat, vous êtes sorti de l'épure qui était dessinée par Constant. Mais est-ce que ça veut dire quand même du coup que vous êtes, alors dubitatif, je vais être beaucoup plus terre à terre, évidemment c'est mon rôle ici, sur la question des lois qui doivent justement à venir, qui doivent justement régir la question, les nouvelles normes, la manière de réformer la protection sociale et la fameuse flexibilité de l'emploi. Est-ce que si vous dites qu'aujourd'hui c'est l'économie qui a au fond pris la main, l'efficacité supposée d'une loi votée, préparée dans un consensus social est de
toute façon voué à l'échec, ou en tout cas à ne pas être, à ne pas être efficace, on va dire, à ne pas opérer sur la société. Est-ce que vous êtes à ce point perplexe sur, encore une fois, l'efficacité des lois aujourd'hui telles qu'elles sont conçues, si la question de l'économie régit, après tout, toute notre vie? Non, mais le travail universitaire, c'est d'essayer de comprendre un peu mieux, enfin d'éclairer un tout petit peu le monde où on est, et de le faire avec les instruments dont il dispose. Donc il me semble que le droit est un de ces instruments. L'analyse juridique est un instrument qui nous aide à essayer de comprendre les transformations dont nous sommes à la fois les objets et les acteurs. Donc il ne s'agit pas de prêcher justement dans la position universitaire en disant voilà ce qu'il faudrait faire. Simplement ce que je dis, c'est que l'analyse juridique, ce que ça nous montre, c'est qu'effectivement il y a une construction classique, une représentation classique du gouvernement par les lois qui peu à peu laisse place à ce que, j'ai consacré mon cours de cette année à ce sujet. Oui, enfin, excusez-moi, mais vous dites, il y a des moments où vous êtes quand même, vous parlez et vous vous engagez un peu plus que vous ne le faites là. Si j'ai bien lu votre leçon inaugurale, vous parlez de la grandeur, de la résignation des faibles vis-à-vis des forts, tant est enracinée la soumission des gens du village aux messieurs du château. Oui. Là, je cite Kafka. Oui, vous citez Kafka, mais oui. Vous semblez quand même très adhérer à ce que dit Kafka. Donc, vous devez bien avoir un sentiment et un avis à partir de ce que vous analysez sur, au fond, la situation d'aujourd'hui. Est-ce qu'il y a une situation qui est catastrophique sur le plan à la fois donc du droit, des lois soumises à la pression économique? Oui, non, mais ça me paraît assez clair. On évoquait tout à l'heure, je pense qu'il y a eu un malentendu d'ailleurs sur l'analyse des effets de l'ouverture du commerce. Si vous prenez la situation du sud de l'Europe, le cas de la Grèce par exemple, actuellement, moi ça m'évoque, il y a un très joli petit passage de Bataille, vous savez Bataille avec Georges Bataille sur le sacrifice, et il dit bon, il y a du sacrifice en toute société, mais quand on en vient à sacrifier des populations entières, ça ne va pas, c'est sans issue. Donc effectivement, il me semble que, mais c'était la première partie de notre conversation, si on ne refait pas un débriefing d'un certain nombre d'erreurs qui ont été commises dans la construction, par exemple, de l'Europe, et constater qu'il y a des choses qui ne vont pas, ça ne veut pas dire qu'on soit anti-européen. Il faudrait quand même sortir de cette espèce de manichéisme. Non, mais c'est M. Couturier m'a dit, dès que vous critiquez, vous êtes anti-européen. Il faut sortir de ce manichéisme. S'il y a une chance de sauver l'Europe, c'est de rouvrir la possibilité, c'est ce que dit aussi le juge allemand, le jour où les Européens auront le choix entre des programmes pour l'Europe et qui pourront voter entre différentes visions de l'Europe. Ce jour-là, on pourra dire que l'Europe a une chance de s'en sortir. Oui. Je ne suis pas un intégriste de l'intégration européenne. Mais je voudrais juste, vous disiez, il y a les prêches et il y a les faits. Je vous suis tout à fait sur cette ligne. Il y a les prêches et il y a les faits. Il y a un fait, par exemple, que je voudrais vous soumettre, qui est brandi aujourd'hui par Daniel Gross, le président du Center for European Policy Studies, qui dit, on nous dit que la mise en concurrence des systèmes sociaux européens avec la Chine, vous parliez du capitalisme d'État chinois, enfin, moi je l'appelle comme ça, capitalisme d'État, va provoquer inéluctablement la fin de nos modèles sociaux. Daniel Gross dit, non, pas du tout. Regardez, les exportations de l'Union européenne vers la Chine, c'est 20% du PIB de l'Europe, alors que celle des États-Unis, c'est 12%. Dans quelle région du monde observe-t-on une croissance des inégalités spectaculaire? L'Amérique du Nord. Pas l'Europe. Notre modèle social résiste très bien à cette mise en concurrence-là. Alain Supiot? Le modèle social, les modèles sociaux européens, parce qu'ils sont divers, ce que j'ai essayé d'expliquer dans cette leçon, c'est que chaque pays a apporté sa contribution. C'est tout de même les Anglais qui ont inventé la sécurité sociale. Je crois que le droit du travail est une invention allemande. Les Français sont plutôt ceux qui ont conçu les services publics. Donc chaque pays a apporté sa pierre. Dire qu'ils sont menacés, c'est M. Draghi qui, en février dernier, je crois bien, a dit c'est terminé. Il a dit l'Europe sociale, c'est terminé, dans un entretien au Wall Street Journal. Donc lui, alors, ça n'est pas vrai, bien entendu. C'est la vision de M. Draghi, dont on sait la biographie. Mais cela dit, ils sont évidemment menacés. À partir du moment... c'est des systèmes de redistribution, dont j'essaie de montrer aussi en quoi ils peuvent accélérer des formes d'individualisation
non contrôlés parce qu'ils nourrissent l'illusion de chaque individu qu'il est totalement indépendant, que les vieux n'ont plus besoin des jeunes, ni les jeunes des vieux, etc. Donc ces systèmes sont face à des crises réelles, une crise de fond. Ils ont correspondu à un certain moment de l'histoire et de l'organisation économique. Alors ce sont des choses qui sont liées au livre de Trentin, qui appelait, en tant que grand intellectuel et grand syndicaliste, il essayait de secouer ses camarades syndicalistes et politiques en leur disant « vous ne pouvez pas rester bloqué sur une représentation de l'État social et de la redistribution qui était celle qui a répondu à la seconde révolution industrielle. Nous sommes dans un autre monde économique, donc il faut penser autrement les solidarités. » Et ça, c'est des grandes questions qui se poseraient à l'Europe si l'Europe se posait la question sociale. Mais elle est totalement subordonnée dans l'agenda européen, c'est le moins qu'on puisse dire, puisque vous ne le savez peut-être pas, mais les plans d'ajustement grecs ont été condamnés par le Comité européen des droits sociaux du Conseil de l'Europe. Il y a une mise en garde de l'OIT parce qu'ils en viennent à porter atteinte à des droits sociaux fondamentaux ratifiés par les États. Agnès Benassi-Carré, et nous arrivons au bout de notre séquence. Pour être sûr de bien vous comprendre, j'aimerais bien qu'on revienne sur le cas particulier de l'Allemagne. L'Allemagne a procédé à des réformes libérales très importantes dans les années 2000, qui ne sont pas la flexi-sécurité. C'est vraiment des réformes libérales, une augmentation des inégalités. Donc on pourrait dire que l'Allemagne s'est dirigée vers le marché total. Mais d'un autre côté, vous avez souligné avec raison l'importance du droit en Allemagne, la Cour de Karlsruhe. Et donc, je voudrais bien comprendre comment vous voyez le modèle allemand aujourd'hui. Est-ce que finalement, parce qu'on sait que l'Allemagne a changé de nombreuses fois sa constitution, on sait qu'il y a un rapport entre le citoyen et le droit qui est totalement différent de la France, avec une sorte de marché du droit, malgré tout, en Allemagne, une manière de faire de la politique à travers le droit. Comment est-ce que vous voyez le modèle allemand, finalement? Est-ce que c'est du côté du droit? Est-ce que c'est du côté du marché? Est-ce que finalement, les deux s'opposent véritablement? Alain Supiot. Oui, il me semble que réduire la situation allemande aux réformes Hartz IV et Schröder, c'est se tromper. C'est beaucoup plus compliqué. Il y a effectivement un modèle, une tradition allemande, et je pense que dans chacun des pays européens doit s'appuyer sur sa propre tradition pour inventer sa modernité, et que la richesse de l'Europe, c'est qu'on a justement plusieurs traditions et plusieurs façons d'être moderne, et que l'alignement sur le modèle allemand, par exemple, ou sur le modèle suédois, sur tout ce que vous voulez, du point de vue français, il faudrait mieux qu'on revisite nos propres manières de faire pour s'appuyer sur elles. Cela dit, en un mot, les entreprises allemandes ont été les premières à s'apercevoir que c'était un guêpier que d'aller trop sur le marché boursier américain et à vouloir s'en retirer. Ils ont un capitalisme qui est sur du temps long. Ils sont sur du temps long. Quand on est sur le modèle allemand, alors est-ce que on voudrait aussi avoir la Mitbestimmung et la codétermination avec une présence très importante des salariés dans les entreprises? Ça aussi, ça participe du modèle. Un capitalisme familial, des PME. Donc, si vous voulez, le modèle allemand, c'est un ensemble de choses et qui tend aujourd'hui dans le débat public à être réduit, concentré. Si vous voulez, c'est ça le droit comparé sauvage. On pique ce qui vous arrange et puis on le met en valeur, alors qu'il faut comprendre les systèmes dans leur complexité. Donc il n'est pas niable qu'il y ait eu des réformes, d'ailleurs qui ont des effets sociaux qui sont très durs pour des parties de la population, mais ce n'est pas ça l'explication de ce qui serait un miracle allemand. Nous arrivons à une dernière intervention, peut-être Brice Couturier. Moi, je voudrais citer Alain Supiot, c'était dans la revue Sciences Humaines en 2010. Vous disiez, en 2010, 3 ans déjà, l'ultralibéralisme est entré dans une phase comparable aux dernières années du communisme réel. Les gouvernants s'y accrochent faute de vision de rechange, mais seule une poignée d'illuminés continue d'y croire. Alors, la mort définitive de l'ultralibéralisme, Alain Supiot, c'est quand même pour quand, selon vous? Oui, c'est... Vous savez, pour terminer, je pourrais évoquer aussi un autre qui a connu des périodes très troublées, un grand juriste, Henry Bacon, au XVIIe. Il dit « l'argent », il écrit ça à peu près, c'est en latin, alors c'est une traduction un peu sauvage. Il dit « l'argent, c'est comme la merde. Donc si vous le laissez s'entasser, c'est une nuisance. Il faut prendre soin de le répandre. Et si on le répand, ça fertilise. » Alors, je pense que là, on est arrivé à de telles accumulations aux deux extrêmes que nécessairement, il va y avoir si vous voulez, ce qui est souverain, ce n'est pas la force, ça c'est une remarque de Simone Veil, ce qui est souverain, c'est la limite. Et le problème, c'est que les systèmes, souvent,
ne trouvent leur limite que par la limite catastrophique. C'est vrai aussi dans le domaine environnemental avec le changement climatique. Tant qu'on se dira la mondialisation c'est super, on met tout le monde à Copenhague, les gens vont s'entendre et faire une... Ça ne peut pas marcher comme ça. Mais lorsqu'on est dans l'obstacle, à ce moment-là, s'inventent des solutions nouvelles. Voilà, c'est peut-être pas très optimiste, mais ça l'est quand même. Il y en a quelques-unes. Si vous voulez, pour les générations à venir, les les marges de progrès et d'invention sont gigantesques. Il y a des défis formidables. Et puis vous dites qu'après tout, dans les crises, il y a des pactes d'amitié qui ressurgissent, qui renaissent, comme les pactes d'amitié inspirés du modèle familial, qu'il y a d'autres choses. C'est pourquoi j'avais défendu le Pax. Sur la base de la solidarité. On a bouclé la boucle, vous voulez dire un dernier mot? Non, juste la comparaison avec la fin des démocraties populaires me semble très, très hasardeuse, parce qu'à l'époque, ce qui faisait tenir les démocraties populaires, il ne faut pas l'oublier, c'était l'armée rouge qui était derrière, et puis il y avait un projet de métamorphose politique radicale qui était celui du passage au libéralisme. Vous avez l'air de penser que les dissidents rêvaient de je ne sais quelle troisième voie. Il n'y avait pas de troisième voie. Ce qu'ils voulaient, c'était le modèle libéral. Alors évidemment, ça déplaît aux gens comme vous qui n'aiment pas le libéralisme, mais c'était ça qu'ils voulaient. Et peut-être que ce modèle a échoué, mais pour l'instant, je ne vois pas d'alternative. Bon, enfin, je ne pense pas qu'on puisse continuer en Grèce comme on le fait pendant très longtemps, que ce soit une situation très sustainable. Alain Supiot, à lire, donc c'est sorti hier au Collège de France et chez Fayard, votre leçon inaugurale de l'automne dernier, leçon inaugurale du Collège de France, Alain Supiot, Grandeur et misère de l'État social. Et puis je renvoie également à ce gros volume tout à fait passionnant sur une critique de gauche, au fond, de Bruno Trentin, parlant de la cité du travail, du Fordisme et de la gauche, préfacé par Jacques Delors et par vous. Alain Supiot est là aussi, c'est publié dans la collection que vous dirigez, Poids et mesures du monde, chez Fayard. Nous avons à... réécouter, télécharger sur le site franceculture.fr. La parole est à vous, monsieur le professeur au Collège de France, Alain Supiot. Eh bien, monsieur le producteur à France Culture, j'entends dans ce que vient de dire monsieur Couturier, d'abord, en tant que juriste, on essaie de saisir des structures, et dans les effets de structure, il y a des invariants. Et dans tout système normatif, il y a une norme fondamentale qui fait foi, à partir de laquelle se construit un ensemble de discours, qui jadis étaient portés par des prédicateurs. Il y en avait des très grands, comme Bossuet, dont il faut relire lorsqu'il dit, par exemple, que se désoler des effets de ce dont on approuve les causes n'est pas une attitude raisonnable et qu'on doit s'attendre à des déconvenus. Il y en avait de moins bons. Il n'y a pas de raison. Aujourd'hui, la prédication continue d'exister. Et je suis dans un des lieux où elle s'exerce. C'est-à-dire, si l'Église avait pu disposer de radios qu'on entend dans les salles de bain, elle aurait eu un pouvoir beaucoup plus grand qu'a été le sien du haut de ses chairs. Je vous rassure, la messe est diffusée tous les dimanches sur France Culture entre 10h et 11h. Absolument. Je pense même que c'est Hegel, c'est une citation que je fais sous toute réserve, qui disait que la lecture du journal avait remplacé la prière du matin. Donc nous sommes dans des échanges d'opinions. Un des problèmes qui se pose avec ce que je persiste à appeler le marché total, c'est-à-dire l'idée que ce qui devrait être la norme fondamentale d'organisation des rapports entre les nations et les individus, c'est une norme de type contractuel, marchande. L'un des problèmes, c'est, me semble-t-il, une remise en cause de quelque chose qui était apparu avec les Lumières, qui était l'idée d'espace public qui a été développée par Habermas. C'est-à-dire, il y a des choses qui relèvent du débat scientifique, et là, on peut s'en remettre à des preuves scientifiques. Il y a des choses qui relèvent du goût et des couleurs, et puis il y a d'autres questions qui se posent à la cité, qui n'appellent pas une réponse scientifique, mais qui peuvent appeler un débat rationnel. Or, justement, ceci est mis en cause par un aspect de quelque chose qui vient de la théorie économique, d'un grand économiste, d'ailleurs, Ronald Coase, qui a développé l'idée de marché des idées, qui a donné aussi marché des religions. Donc, sur ce marché des idées, tout se vaut. On peut tout dire et son contraire, et on peut dire aussi n'importe quoi. Alors, du point de vue de l'État social et de l'Europe, si toute critique adressée à la Cour de justice de l'Union européenne est interprétée comme un discours anti-européen, c'est avouer du même pas que l'Europe n'est pas un espace démocratique. Parce qu'un lieu où on ne peut pas discuter une source du droit sans être accusé de remettre en question cette institution, n'est pas un lieu démocratique. Et alors ça, c'est pas moi qui le dis, je le disais à la fin de la première session de notre discussion. Il faut lire cette décision de la Cour de justice constitutionnelle
allemande qui fait ce constat. Il y a une description, d'ailleurs, une expression très forte. Ils disent la démocratie est un régime où les dirigeants doivent vivre dans la peur de la sanction électorale. Et, poursuit le juge allemand, il n'y a rien de tel. Est-ce que M. Barroso a été réélu ? On n'en sait rien. Mais en tout cas, il est tort de porter des électeurs. Donc, de ce point de vue, je ne pense pas, d'un texte à l'autre, pour reprendre ce qu'a dit M. Couturier, avoir profondément changé d'opinion. Sur un autre point qui est extrêmement important, ce passage d'un gouvernement par les lois. Le gouvernement par les lois, c'est-à-dire qu'il y a une loi abstraite, c'est ça qui nous régit, ce ne sont pas les hommes. Bon. C'est une invention grecque, enfin c'est une très longue histoire que je ne vais pas vous infliger ici. Ce qui a commencé ce qui commencé à saisir l'Occident, et à mon avis, sa première tentative, ça a été la planification soviétique, c'est l'idée que la loi n'est qu'un instrument au service du pouvoir, et que le mode rationnel de gestion de l'humain, c'est le calcul, la quantification. Et la planification soviétique a eu pour objet d'avoir une gestion rationnelle, scientifique, de la société via la quantification économique. À l'époque, on le faisait sous forme d'une quantification centralisée par cet instrument qui était le Gosplan, qui faisait partie des instruments scientifiques. Ça a échoué. Et puis on a vu, il faudra m'expliquer comment vous analysez le cas chinois, par exemple. Dans la constitution de la Chine, des expressions très intéressantes. D'abord, article 1, nous sommes une dictature démocratique. Ça apparaît comme un oxymore. C'est un oxymore, oui. Qu'est-ce que l'Europe ? Je pense qu'en Europe, il y a eu 6 ou 7 référendums perdus qui sont passés par pertes et profits. C'est-à-dire, on fait voter, vous votez ce que vous voulez, et puis on continue comme si de rien n'était. Et quand il a été question de référendum entre autres de 2005. Et à la fin, on dit c'est même plus la peine de faire voter. Quand M. Papandréou a dit quand même je voudrais consulter les Grecs, on a dit écoutez, ne faites plus. Bon. Je pense qu'il est légitime de faire des rapprochements entre ces expériences. De même qu'il faudrait nous expliquer quelle est la nature exacte du régime chinois. C'est quand même très important comme question. Est-ce que c'est du communisme ? Est-ce que c'est de l'économie de marché ? Bon, alors ils ont une expression, ils disent nous sommes économie communiste de marché. Voilà. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire effectivement que les questions de répartition du travail et de la richesse ne doivent plus relever de la sphère démocratique. Ça n'est plus un sujet qui est soumis au Parlement. Et ça a été un des objets délibérés, choisis, théorisés. Relisez Hayek, il le dit le plus clairement possible. Il dit le problème, c'est que l'économie de marché, ça relève de règles qui ne doivent pas être détraquées par l'intervention du politique. Donc nous avons besoin d'institutions qui limitent la démocratie, qui mettent hors du débat démocratique ces sujets-là. Et ce que j'ai dit, c'est que les institutions européennes ont réussi cela. Seulement, le problème, c'est que ça ne marche pas. Parce que l'appel à la justice sociale n'est pas une question de morale, et c'est ce qui a été dit dès la fin de la guerre, c'est l'expérience. Vous avez cette formule qui a été reprise en 1919, puis en 1945, il n'y a pas de paix durable sans justice sociale. Ce n'est pas un chant, un cœur d'ange qui dit ça, on le conchèque. Et on pouvait s'attendre à ce que de ces crises sorte une nouvelle interrogation sur les besoins de réglementer des marchés financiers qu'on avait déréglementés. Au lieu de ça, sort du chapeau autre chose, la crise de la dette publique. Bien. Si vous prenez le cas européen, c'est la même chose. Enthousiasme au début des années 2000, création d'une monnaie unique, ça va être un pas supplémentaire et de géant dans la construction européenne. Aujourd'hui, personne ne peut dire que cette monnaie a été bien conçue. Et on entend cependant tous les jours, sur vos ondes et ailleurs, ceux qui ont été les artisans de cette construction, venir continuer à donner des leçons, à prédire le futur. Vous pensez à Jacques Delors, avec qui vous préfacez le livre de Bruno Trentin, sans à aucun moment faire retour sur les vices de construction. Alors, quand vous avez une maison dont les fondations se révèlent aussi solides, aussi peu solides, il faut les revisiter avant de penser à construire des étages supplémentaires. Je ne désigne absolument personne, mais je suis très frappé par cette amnésie et cette difficulté, parce que nous avons tous, à un moment donné, nous nous engageons, nous prenons des positions que nous croyons justes, il n'y a rien de mal, et ça serait à se dire, eh bien, peut-être nous sommes-nous trompés, peut-être pouvons-nous revenir là-dessus. Je pourrais dire la même chose sur la LOLF en France, qui a été portée par M. Migaud. La Cour des comptes nous donne des leçons tous les jours.
Quel bilan peut-on faire de la LOLF? Quel bilan social peut-on faire? La LOLF, il faut en refaire l'acronyme. Oui, la LOLF, c'est la nouvelle... C'est le nouveau... La loi d'organisation des lois de finances, voilà, ouais, qui a été votée à l'unanimité, qui a complètement transformé la manière de gouverner dans ce pays. Eh bien, on n'en fait pas le bilan, et qui serait pourtant bienvenu, parce que c'était la transposition dans la gestion de l'État de techniques de gestion venues de l'entreprise privée, et on peut douter que ce soit efficace. Est-ce que si on n'en fait pas le bilan, je vois qu'Agnès réagit à vos propos, mais une question tout de même avant, est-ce que si on n'en fait pas le bilan, est-ce que vous pensez que c'est une manière, au fond, par délégation, de ne pas vouloir reconnaître que du coup, il nous faut justement... rogner, brader sur cette question de droits sociaux, comme il semble que, au fond, on le dise de plus en plus. Que non, je pense pas, et je vois pas. L'État, ça coûte trop cher. A priori, je pense qu'il faut vraiment prêter aux gens qui sont de bonne foi. Nous sommes de bonne foi dans l'ensemble. Enfin, il y a quelques escrocs, ça c'est pas douteux. Mais dans l'ensemble, les gens essaient de... Seulement, nous avons une certaine représentation du monde, ce qui est plutôt de l'ordre de la croyance que de la démonstration scientifique. Nous y sommes attachés. C'est très difficile de s'en défaire à un moment donné. Or, actuellement, nous sommes dans une situation où ce qu'on réentend tous les jours, ce sont les recettes qui étaient préconisées par Reagan, par exemple, vis-à-vis de la dette publique. Bon, parce que il n'y a pas un autre système cohérent qui pourrait supplanter celui-ci. Donc, moi, je vis la période actuelle un peu comme, je pense, ça a été la fin des années Brejnev. Vous êtes trop jeune pour vous souvenir de ça, mais il y avait toute une structure idéologique dont tout le monde sentait bien que ça ne tenait plus. Mais on n'avait pas d'autre système à mettre. Alors, il y a encore quelques illuminés qui y croyaient et d'autres qui répétaient, avec un psittacisme enthousiaste, les vieilles recettes du passé. Le problème, c'est de reprendre les questions à la racine. Que voulez-vous dire quand vous écrivez qu'aujourd'hui, les droits sociaux ne sont plus que des dérogations, des exceptions aux droits de la concurrence qui règnent sans partage ? Eh bien, le grand mot, j'allais dire le gros mot qui est employé en matière sociale maintenant, c'est responsabilité sociale des entreprises et environnementale. Dans le vocabulaire de l'Europe, c'est RSE, c'est-à-dire du droit mou. Du droit mou. C'est ce qu'on appelle du droit mou, soft law, ou du droit doux, si vous voulez. Alors que tout ce qui est de l'ordre des règles du commerce, c'est du droit dur. Donc nous avons au plan juridique un ordre juridique international qui est un peu schizophrène. Nous sommes encore les héritiers des grandes déclarations des droits économiques et sociaux de l'après-guerre mondiale, et nous avons tout un système qui est entièrement antinomique, dans ce qui se révèle antinomique, en matière de libéralisation du commerce. Et je le répète, ça c'est une question qui serait intéressante à poser, mais je pense que par exemple lors du dernier G20, ça n'a même pas franchi les portes de Bercy. Est-ce qu'on pourrait avoir une étude sérieuse sur les effets sociaux de la libéralisation du commerce à l'échelle mondiale? Est-ce qu'on pourrait avoir un... Il y en a quelques-unes quand même. Il n'y en a pas. Mais bien sûr que si, il y en a énormément. Là, je suis très étonnée. Je voudrais quand même pas que les auditeurs pensent que la crise financière mondiale est due à la libéralisation du commerce. La finance et le commerce, c'est deux choses totalement différentes. Et il y a eu effectivement des excès de la finance. On peut penser que les efforts de re-réglementation qui sont réels, il y a eu un bilan, il y a eu Bâle III, il y a des réformes de la surveillance des banques, de la re-réglementation bancaire, y compris en Angleterre, qui est quand même un pays dévoyé. Et on peut penser que ça ne va pas assez loin, mais ce n'est pas vrai qu'il n'y en a pas eu. Sur l'Europe, c'est pareil. Et Jacques Delors avait précisément pointé les défauts de construction de l'Europe, avait proposé autre chose. Et donc, c'est plutôt les politiques qui n'ont pas suivi ce qu'il avait proposé. Alain Supiot. Vous avez dit, vous ne voudriez pas que les auditeurs pensent. Moi, je souhaiterais que les auditeurs pensent, justement. C'est ce que j'essaie de faire au collège. C'est la responsabilité de l'institution à laquelle j'appartiens que les gens aient les moyens de penser par eux-mêmes. Si vous dites que les règles de Bâle III est une réponse à la mesure de ce qu'a révélé 2008, je vous en laisse la responsabilité. Il me semble que ce que révélait la crise financière, c'est que le périmètre de l'assurance était sorti de toute limite. C'est quelque chose qu'on a connu à l'époque de la crise de Loth, où on savait que l'assurance pouvait avoir affaire avec le jeu et la spéculation. Et les lois anglaises, dès le XVIIIe siècle, ont essayé de définir le périmètre légitime de l'assuranciabilité des risques. Ce qui s'est passé dans la crise financière, c'est qu'on a eu un développement
non contrôlée de l'assurance, de l'assurance, de l'assurance. Les CDS, c'est ça. C'est un point sur lequel on n'est absolument pas revenu. On n'est pas non plus revenu sur les techniques de titrisation. On n'est pas revenu sur le trading trading haute fréquence. Welfare state, État-providence, État social, toutes ces formules sont-elles destinées à rejoindre le rang des archaïsmes qui suscitent tantôt la moquerie, tantôt la nostalgie? Sont-elles frappées de misère, comme on peut le lire dans la leçon inaugurale au Collège de France de notre invité, Alain Supiot, à l'heure certes de l'an 2 du quinquennat Hollande, mais aussi à celle de la mondialisation, du marché omnipotent avec un grand M, et alors que nous sommes en plein en 5 de la crise économique européenne, les noces de l'État et de la justice sociale auxquelles la France s'est attachée sont-elles sur le point de se rompre? L'actualité s'est concentrée ces derniers temps sur des histoires de mariage, certes, mais peut-être est-il temps désormais de prendre conscience du divorce qui gronde. C'est ce que nous ferons ce matin avec vous. Alain Supiot, bonjour. Bonjour. Spécialiste du droit social, directeur de l'Institut des études de Nantes et donc détenteur au Collège de France de la chaire intitulée État social et mondialisation, analyse juridique des solidarités. Et votre leçon inaugurale, celle que vous avez donnée au Collège de France à l'automne dernier, est publié tout fraîchement depuis hier chez Fayard et s'intitule donc « Grandeur et misère de l'État social ». S'il fallait ne choisir qu'un seul des termes aujourd'hui pour définir quel est notre État social, vous prenez grandeur ou misère, Alain Supiot? Je garderai misère parce que jamais la question sociale n'a été autant d'actualité. Ce que nous voyons, nous, comme un monument en péril ou à abattre est vu comme une espérance dans de larges parties du monde. Si vous allez en Inde... si vous allez en Chine, si vous regardez un peu derrière la pellicule sociétale ce qui se passe dans le monde arabe, ce que vous trouvez, c'est les questions d'injustice sociale. Donc ces questions sont au centre. C'est peut-être pour ça qu'on en parle si peu. Et dans un mois, en France, il y aura la fameuse conférence sociale. Mais tout de même, est-ce qu'on peut, ça va vous sembler évidemment trop caricatural par rapport à votre science et au temps que vous pouvez prendre pour vos cours du Collège de France, mais est-ce qu'on peut quand même essayer de définir et de rappeler au fond ce que vous faites, quelle est l'histoire de cette question de l'État social? Quelle réalité il y a derrière la formule de l'État social? Parce qu'après tout, beaucoup d'États mettent social, on va dire, dans la définition, et voir, Frédéric Bettezo parlait de grandeur de la France, voir justement dans la grandeur de ce que serait leur État, elle est souvent rattachée à la question du social. Pour le faire court, en Allemagne, l'Allemagne se dit un État fédéral démocratique et social. Au Brésil et en Algérie également. En Algérie, l'État est fondé sur des principes d'organisation démocratique et de justice sociale. Vous le disiez, en Inde également et partout ailleurs. Alors, est-ce que l'État social, ça recoupe la même définition partout? Et est-ce que cela vient... Et de quelle histoire cela vient, Alain Supiot? Alors, ça ne raconte pas la même histoire partout. Les histoires sont diverses, mais ça traite partout d'un même problème, qui est que le développement de la modernité technique et économique va de pair avec la dislocation de toutes les formes traditionnelles de solidarité et avec une mise en question d'une position de l'État qui était donnée comme allant de soi, comme un pouvoir hétéronome allant de soi, et qui a commencé à être mis en question à partir du 19e siècle. Et donc l'État a dû retrouver une nouvelle légitimité, faire face à cette dislocation des solidarités qui précipitaient des masses humaines entières dans des conditions qui finissaient par atteindre les ressources physiques de la nation. Ce sont les officiers d'état-major au 19e qui se sont inquiétés de l'état de morbidité de la population. Et donc, il y a eu un peu partout... L'état social, ça correspond à ce changement de position où l'État ne se présente plus comme une puissance qui domine les citoyens, mais comme leur serviteur. Il se met à leurs pieds, d'où l'invention de la notion de service public, qui est en particulier l'apport français le plus caractéristique à cette construction. Alors, cela dit, sur la base de ce problème commun, ça prend à chaque fois des formes différentes. Donc l'idée qu'il pourrait y avoir une formule exportable, généralisable, qu'elle soit la formule allemande, que ce soit le welfare, que ce soit le système français, ça c'est certainement une impasse. Chaque société doit trouver elle-même les ressorts de la recomposition de ces systèmes de solidarité. C'est pourquoi, dans l'intitulé de la chaire que vous mentionniez tout à l'heure, toute réflexion sur l'État social ne doit pas prendre l'État social comme un
cadre de pensée, mais réinterroger cette notion au travers d'une analyse des différentes formes de la solidarité. Mais comment fait-on cette analyse-là à l'heure européenne, justement, aujourd'hui, où on voit bien qu'il y a des comparaisons constamment, notamment à cause de la crise, où on compare les mérites d'un État vis-à-vis par rapport à un autre. Vous voyez bien ce que je veux dire. La question allemande, où l'on dit, regardez, comme l'État allemand, et notamment avec ses questions sociales, réussit mieux que nous, qui avons aussi au cœur de nos préoccupations, a priori, des questions sociales, et que en même temps, on voit bien comment on essaierait, au fond, de calquer, par exemple, le nouveau modèle économique, et notamment sur la question de l'emploi, avec cette fameuse flexi-sécurité, dont certains disent qu'il faut s'en inspirer, et que ce serait vers cela que le gouvernement irait avec la prochaine conférence sociale dans un mois, voilà, en comparaison avec l'Allemagne. Alors, qu'est-ce qui ferait que nous, par exemple, notre État social, nous en serions jaloux au point de ne pas vouloir forcément de l'État social allemand? Ou en quoi l'État social allemand serait-il utile pour notre forme d'État social à nous? Alors, on entend beaucoup, effectivement, faire ce qu'on pourrait dire une pratique un peu sauvage, un peu barbare du droit comparé, dont j'observe qu'elle varie au fil des ans, puisque jusqu'en 2008, ce qui était célébré, c'était l'Irlande, c'était l'Espagne, c'était les États-Unis. Il y avait même le projet d'introduire le crédit hypothécaire en France. Et ce qui me frappe, voyez-vous, c'est qu'il y avait jadis en droit maritime une règle selon laquelle, en cas de naufrage, les capitaines passaient en jugement. On ne disait pas forcément qu'ils étaient coupables, mais ils devaient rendre compte. Ou pour le dire dans le terme moderne, on faisait un débriefing. Ce qui est tout à fait frappant, c'est de voir que ça n'est plus le cas. Quand on parle de la crise de quoi? Bon. Alors, il y a eu 2008. 2008, c'est l'implosion non seulement d'un marché financier, mais d'une manière de penser. C'est-à-dire, il y a eu une manière de concevoir de progrès, un nouvel ordre du monde international, du commerce, et ça arrive à l'Estat. On le constate aujourd'hui au Caire. Le problème, c'est que l'injustice ne s'exprime en général pas dans des voies civilisées. C'est ça. Donc, c'est pour ça que je tiens au débat rationnel autant que possible. Eh ben, poursuivons-le avec plaisir. Vous dites avec juste raison que dans les démocraties populaires, on s'asseyait sur le droit. Pourquoi? Parce qu'effectivement, les marxistes n'ont jamais caché, Marx lui-même, qu'à leurs yeux, le droit ne fait qu'enregistrer un rapport de force provisoire entre des forces sociales qui s'affrontent, prolétariat et bourgeoisie, et selon on fixe le curseur légal à l'endroit où effectivement le conflit est abouti provisoirement à un certain... Parlons aussi du nazisme. À partir des théories de Carl Schmitt, il est évident que le droit, on s'assied dessus chez les nazis. Le droit, c'est la volonté du Führer. Vous le rappeliez d'ailleurs dans l'esprit de Philadelphie. Et si on prend les théories de Carl Schmitt, l'état d'exception et l'état de règle. Mais le libéralisme n'est pas du tout sur cette ligne-là. Le libéralisme ne considère nullement la loi comme quelque chose qui serait le fait d'un rapport de force ou qui serait sur lequel on pourrait s'asseoir dessus. Au contraire, tous les classiques du libéralisme mettent en avant, comme vous le faites vous-même, le fait que le droit est quelque chose qui doit être préservé, qui doit être maintenu à l'extérieur du débat public, comme par exemple la Constitution. N'oublions pas que le contrôle de constitutionnalité par le Conseil constitutionnel, c'est en droite ligne la ligne de Benjamin Constant. C'est-à-dire qu'il faut soustraire les lois fondamentales au débat, à la violence des débats de l'heure. Alain Supiot. Oui, non, mais je suis entièrement d'accord avec vous. Ça, c'était le libéralisme, mais c'est fini, ce libéralisme-là. Nous sommes dans ce qu'on peut appeler ultra, néo, ou ce qu'on peut lire. J'ai même lu ça dans des écrits du barreau de Paris. Nous sommes dans une société régie par l'économie. Bon, donc on ne dit plus, on est dans une société régie par le droit. Et ce que vous dites très justement de ce qu'étaient les conditions, c'est-à-dire c'était lié aussi les Lumières, il y a un impératif catégorique, il y a une verticalité, une hétéronomie. À partir du moment où vous dites, vous voyez la société comme l'ordre réticulaire, sans verticalité, sans frontières définies, où chacun doit travailler seulement à sa propre extension, avec comme seul lien de droit le contrat, vous êtes sorti de l'épure qui était dessinée par Constant. Mais est-ce que ça veut dire quand même du coup que vous êtes, alors dubitatif, je vais être beaucoup plus terre à terre, évidemment c'est mon rôle ici, sur la question des lois qui doivent justement à venir, qui doivent justement régir la question, les nouvelles normes, la manière de réformer la protection sociale et la fameuse flexibilité de l'emploi. Est-ce que si vous dites qu'aujourd'hui c'est l'économie qui a au fond pris la main, l'efficacité supposée d'une loi votée, préparée dans un consensus social est de
toute façon voué à l'échec, ou en tout cas à ne pas être efficace, on va dire, à ne pas opérer sur la société. Est-ce que vous êtes à ce point perplexe sur, encore une fois, l'efficacité des lois aujourd'hui telles qu'elles sont conçues, si la question de l'économie régit après tout toute notre vie? Non, mais le travail universitaire, c'est d'essayer de comprendre un peu mieux, d'éclairer un tout petit peu le monde où on est, et de le faire avec les instruments dont il dispose. Donc il me semble que le droit est un de ces instruments. L'analyse juridique est un instrument qui nous aide à essayer de comprendre les transformations dont nous sommes à la fois les objets et les acteurs. Donc il ne s'agit pas de prêcher justement dans la position universitaire en disant voilà ce qu'il faudrait faire. Simplement ce que je dis, c'est que l'analyse juridique, ce que ça nous montre, c'est qu'effectivement il y a une construction classique, une représentation classique du gouvernement par les lois qui peu à peu laisse place à ce que, j'ai consacré mon cours de cette année à ce sujet. Oui, excusez-moi, mais vous dites, il y a des moments où vous parlez et vous vous engagez un peu plus que vous ne le faites là. Si j'ai bien lu votre leçon inaugurale, vous parlez de la grandeur, de la résignation des faibles vis-à-vis des forts, tant est enracinée la soumission des gens du village aux messieurs du château. Oui. Là, je cite Kafka. Oui, vous citez Kafka, mais vous semblez quand même très adhérer à ce que dit Kafka. Donc, vous devez bien avoir un sentiment et un avis sur, à partir de ce que vous analysez, sur, au fond, la situation d'aujourd'hui. Est-ce qu'il y a une situation qui est catastrophique sur le plan, à la fois donc du droit, des lois soumises à la pression économique? Oui, non, mais ça me paraît assez clair. On évoquait tout à l'heure, je pense qu'il y a eu un malentendu d'ailleurs sur l'analyse des effets de l'ouverture du commerce. Si vous prenez la situation du sud de l'Europe, le cas de la Grèce par exemple, actuellement, moi ça m'évoque, il y a un très joli petit passage de Bataille, vous savez Bataille avec Georges Bataille sur le sacrifice, et il dit bon, il y a du sacrifice en toute société, mais quand on en vient à sacrifier des populations entières, ça ne va pas, c'est sans issue. Donc effectivement, il me semble que, mais c'était la première partie de notre conversation, si on ne refait pas un débriefing d'un certain nombre d'erreurs qui ont été commises dans la construction, par exemple, de l'Europe, et constater qu'il y a des choses qui ne vont pas, ça ne veut pas dire qu'on soit anti-européen. Il faudrait quand même sortir de cette espèce de manichéisme. Non, mais c'est M. Couturier m'a dit, dès que vous critiquez, vous êtes anti-européen. Il faut sortir de ce manichéisme. S'il y a une chance de sauver l'Europe, c'est de rouvrir la possibilité, c'est ce que dit aussi le juge allemand, le jour où les Européens auront le choix entre des programmes pour l'Europe et qui pourront voter entre différentes visions de l'Europe. Ce jour-là, on pourra dire que l'Europe a une chance de s'en sortir. Oui. Je ne suis pas un intégriste de l'intégration européenne. Mais je voudrais juste, vous disiez, il y a les prêches et il y a les faits. Je vous suis tout à fait sur cette ligne. Il y a les prêches et il y a les faits. Il y a un fait, par exemple, que je voudrais vous soumettre, qui est brandi aujourd'hui par Daniel Gross, le président du Center for European Policy Studies, qui dit, on nous dit que la mise en concurrence des systèmes sociaux européens avec la Chine, vous parliez du capitalisme d'État chinois, enfin, moi je l'appelle comme ça, capitalisme d'État, va provoquer inéluctablement la fin de nos modèles sociaux. Daniel Gross dit, non, pas du tout. Regardez, les exportations de l'Union européenne vers la Chine, c'est 20% du PIB de l'Europe. Actuellement, donc, vous pouvez dire que ça y est, on a fait tout ce qui était nécessaire jusqu'à la prochaine crise. Mais je prends une autre question sur la question européenne qui me paraît aussi ce type de question qui est mise sous la table, même dans les dernières déclarations du président de la République, et qui a été posée... L'Europe au cœur de sa dernière conférence de presse. Voilà, et qui a été posée non pas par des universitaires, mais par la Cour constitutionnelle allemande, qui, dans une décision en 2009, me semble, a marqué vraiment un tournant dans l'histoire institutionnelle de l'Europe. Les Allemands avaient demandé à deux reprises, à la fin des années 90, par une initiative Lammers, puis Fischer, en disant, avant l'élargissement, nous devons penser à la dimension politique de la construction européenne. Les Français n'ont jamais répondu sérieusement à cette demande, et ce que dit la Cour constitutionnelle en Allemagne, et l'Allemagne étant l'héritière de son histoire tragique, a un attachement au droit et à la démocratie extrêmement puissant. Elle dit on ne peut pas continuer dans un système où la plupart des décisions sont prises par des gens qui sont hors de portée électorale. C'est ça que dit, et c'est pas du tout un plaidoyer nationaliste pro-allemand, comme on le présente souvent de façon caricaturale, qu'il y a dans cette décision de la Cour de Karlsruhe. On rejoint là notamment les grandes préoccupations
manifestations, notamment de Bruno Trentin, qui appelait toujours à renouveler l'exercice de la démocratie, que Bruno Trentin, dont vous préfacez La Cité du Travail, le Fordisme et la gauche, publié chez Fayard à l'automne dernier. 8h17, Alain Supiot, je vous présente Brice Couturier. C'est l'heure de votre chronique, cher Brice. Bonjour à vous. Bonjour Marc. Permettez, monsieur le professeur au Collège de France, à un très modeste éditorialiste qui avait cependant relevé dans la presse l'importance d'un certain rapport Supiot sur le travail et l'emploi il y a 15 ans, de vous faire part de certaines de ses perplexités. Perplexité à la lecture simultanée de vos 2 plus récentes parutions, perplexité aussi face à une mise en accusation de l'intégration européenne dans le domaine du droit social en particulier, qui m'a paru quelque peu injuste. Mais peut-être est-ce simplement parce que je suis loin d'avoir l'expérience qui est la vôtre. Fayard publie donc votre leçon inaugurale au Collège de France et les éditions du Seuil ont publié il y a 3 ans votre essai « L'esprit de Philadelphie ». Je sais bien qu'enseigner au Collège de France ne comporte pas les mêmes exigences que de ton qu'un essai d'intervention, mais je ne peux m'empêcher de relever de sérieuses différences d'appréciation entre ces 2 ouvrages. Dans Grandeur et misère de l'État social, vous semblez avoir pris acte d'un certain nombre de phénomènes que vous dénonciez avec beaucoup de pugnacité dans l'ouvrage précédent. Vous y dénonciez en effet le démantèlement de l'État-nation, le grignotage de sa souveraineté par le haut, l'intégration européenne et ses multiples agences, le FMI, et par le bas, l'extension de la sphère du marché et la généralisation du contrat. Vous accusiez la Cour de justice des communautés européennes d'avoir sacrifié les droits sociaux nationaux à la cause de la libéralisation des échanges. Vous analysiez ce processus comme un recul dramatique du gouvernement par les lois et son remplacement par un gouvernement par les hommes, correspondant à une véritable régression vers la féodalité, rien moins. Vous doutiez même de la possibilité des individus à pouvoir continuer à assumer leur autonomie dans un tel environnement et pestiez contre une gauche sociétale qui prône le libre choix de l'identité sexuelle, qui entend, je vous cite, abolir la différence des sexes et des générations, rien moins, concourant d'un même mouvement au démantèlement des services publics et des statuts professionnels. Enfin, vous placiez le coup d'envoi de la course au moins-disant social en Union européenne à la date de l'élargissement aux anciennes démocraties populaires d'Europe centrale. Associant en permanence libéralisme et communisme dans une même réprobation, vous cherchiez à établir entre ces 2 erreurs une équivalence dans l'inspiration, une parenté dans l'aveuglement, un même mépris des règles de la démocratie qui, je l'avoue, me laisse sceptique. Je ne suis pas sûr, personnellement, que la dictature des marchés puisse se comparer à la dictature du prolétariat, comme vous le faites, et surtout je suis en désaccord absolu avec la thèse qui est la vôtre, selon laquelle le marché total, comme vous dites, aurait été imposé de force au peuple d'Europe centrale par des bureaucraties communistes hâtivement reconverties en parangons de libéralisme. Ayant vécu sur place en Pologne l'époque de la thérapie de choc, ce Big Bang de libéralisation impulsé par l'échec Balcerowicz, je me souviens que nombre de dirigeants de ces pays à cette époque avaient passé plus de temps en prison que dans les nomenclaturas communistes. Le Premier ministre Mazowiecki, les présidents Václav Havel et Wałęsa n'étaient nullement d'anciens apparatchiks, mais des dissidents inspirés par les droits de l'homme et le libéralisme. Dans votre leçon inaugurale, vous semblez avoir fait votre deuil, comme on dit, de l'état social idéal, c'est-à-dire à la française. Loin de nourrir une quelconque nostalgie de l'état protecteur et souverain, vous rappelez le rôle déterminant de la solidarité, notamment mutualiste, dans le développement de notre système de protection sociale. Et votre cours inaugural ne comporte aucune attaque contre l'intégration européenne, ce qui me soulage. Car enfin, qui peut nier le rôle positif de la Cour de justice des communautés dans le domaine comme l'égalité de traitement entre hommes et femmes, la lutte contre les discriminations, la libre circulation ? Vous critiquiez la pratique du benchmarking, y voyant le moyen d'une mise en concurrence des systèmes sociaux au bénéfice des pires. Mais ces comparaisons ne nous permettent-elles pas de comparer ce qui marche mal chez nous et mieux chez les autres, afin de nous inspirer des bonnes pratiques. La France vient par exemple d'instaurer enfin, par l'accord sur l'emploi, un système qui se rapproche de la flexisécurité à la danoise. Et la Cour des comptes de démontrer que notre système éducatif est, à coût égal, moins performant que celui de nos voisins d'Europe.
cela ne pousse-t-il pas à réformer pour améliorer et non à liquider, comme on l'a trop souvent répété sans preuve? La chronique de Brice Couturier